Bonjour à tous. Vous savez que dans une de mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube, je vous initie à la numérologie du tarot, ou aussi appelée numérologie à 22 nombres. Et dans cette vidéo, qui date quand même de quelques années, je vous référais au site web de l'inventeur de cette numérologie pour que vous puissiez aller chercher les définitions rapides des 22 nombres. Malheureusement, le site web, pour des raisons de santé, a dû être fermé. Et vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire, Sébastien, j'ai visionné ta vidéo, je trouve ça super intéressant, je voudrais l'essayer avec ma date de naissance. Malheureusement, le site où sont les définitions, ben, il est fermé, il n'existe plus. Alors, c'est pour ça que je fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous partager un PowerPoint. On va aller regarder ça ensemble et je vais vous redonner, au fond, accès à cette liste de mots-clés que l'inventeur de la numérologie avait mis sur son site web. Et comme ça, vous allez pouvoir écouter l'autre vidéo, si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir écouter l'autre vidéo et vous allez pouvoir le tester avec votre propre jour de naissance, mois de naissance et année de naissance. Alors, restez avec moi, je vous partage l'écran tout de suite, on va aller faire ça ensemble. Alors, voilà. Donc, pour la numérologie du tarot, si vous avez écouté mon autre vidéo, vous savez déjà pas mal de quoi parle la numérologie du tarot, mais juste au cas où vous n'avez pas écouté l'autre vidéo, je vous fais une présentation très, très rapide. Dans la tradition de la Kabbale, le 22, le nombre 22 est un grand paradoxe parce qu'il est à la fois la finalité de la création, mais il est aussi son chaos originel. C'est un peu comme si on disait que du 22, tout naît, et lorsque tout est né, on est encore et toujours dans le 22. Alors, c'est donc du 22 que vient l'univers et c'est au travers du 22 que l'univers s'incarne. C'est ça, au fond, la base de la numérologie du tarot, de la numérologie à 22 nombres. Et dans les années 80, Chris Hadar, son inventeur, il a retrouvé les calculs originaux de cette philosophie et il a créé la numérologie à 22 nombres. Et donc, les mots-clés qu'on va voir pour les 22 nombres qui sont associés aux 22 cartes du tarot, eh bien, les mots-clés qu'on va voir viennent de son livre, La numérologie à 22 nombres de Chris Hadar, aux éditions de Mortagne. C'est un livre qui est toujours disponible et que je vous recommande chaudement parce que moi, je vous fais une initiation, une présentation, mais avec le livre, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, avec mes vidéos, vous avez cette capacité de vous amuser, déjà d'avoir un message sacré au travers de ce que vous interprétez avec moi. Et avec le livre, vous pouvez aller plus loin. Sachez que je suis aussi le seul professeur que Chris Hadar a autorisé officiellement pour enseigner la numérologie du tarot, la fameuse numérologie à 22 nombres. Donc, j'offre aussi une formation. Et ça, comme à l'habitude, si vous voulez de l'information sur mes livres ou si vous voulez de l'information sur mes ateliers et mes cours, vous allez tout simplement consulter mon site web qui est sébastien-michel.com. Alors, sans plus attendre, commençons cette liste des 22 nombres en numérologie qui sont associés aux 22 cartes du tarot. Donc, vous verrez toujours le nombre en haut à gauche, excusez-moi. Donc, vous verrez toujours le nombre en haut à gauche et la carte qui est associée. Et ça, ce sont les mots-clés qui étaient autrefois sur le site de Chris Hadar, sur le site de l'inventaire, et donc que je vous ai remis ici pour qu'on puisse faire la présentation ensemble. Alors, le 1 qui est associé au battleur. Vous voyez que le 1 dans une date de naissance va nous parler de quelqu'un qui est autodidacte, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de potentialité, quelqu'un qui a souvent aussi de la facilité. Il va avoir une facilité à se débrouiller. Il va toujours essayer de trouver une solution, même quand il ne connaît pas un sujet. Il va se dire, je vais y arriver, il va s'y mettre et souvent, il est étonnant dans sa capacité. Donc, très, très, très autodidacte, très tourné vers le développement de son potentiel, de ses talents et avec cette espèce de facilité à la vie, à la débrouillardise. Et c'est pour ça qu'en positif, vous allez voir quelqu'un qui est décrit par le battleur comme quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui est ambitieux et quelqu'un qui est débrouillard. Nécessairement, comme tout un chacun, comme tous les êtres humains sur la planète, il a des mauvais jours, il a ses défauts. Alors, lorsqu'il est dans un mauvais jour, le 1, lorsqu'il est un peu plus dans ses défauts, eh bien, on va le voir un peu vantard, on va le voir agité.
Il va souffrir d'arrivisme, cette volonté d'être numéro un, cette volonté de réussir et parfois un peu au détriment des autres. Donc, il peut y avoir une propension à au mensonge, une propension à la manipulation, si on veut. Alors, il doit faire attention à ça, là, il doit se méfier de ça, parce que s'il devient trop vantard, trop agité, trop arriviste, eh bien là, il peut vivre certaines problématiques. Le prochain nombre, la prochaine carte, le 2, la papesse. Donc, le 2 dans la date de naissance va nous parler de quelqu'un qui est très secret, de quelqu'un qui est très intuitif, de quelqu'un qui est très observateur. Vous savez, regardez l'image. Ce que je trouve fantastique de la numérologie du tarot, c'est justement qu'on n'a pas juste un chiffre écrit sur une feuille de papier. On a une image. On peut utiliser les cartes du tarot pour déclencher l'interprétation, pour voir visuellement ce dont on parle. Et regardez la papesse qui apparaît devant vous, elle est assise, elle a posé un livre sur ses genoux, elle regarde au loin, elle médite sur ce qu'elle vient de lire, sur ce qu'elle vient d'entendre, elle médite sur ce qui se passe dans sa vie autour d'elle. Donc, vous avez quelqu'un, évidemment, qui est plutôt secret, puisqu'elle est réservée, elle est dans son coin, elle était en lecture il y a quelques secondes avant qu'on la dessine. Elle est très intuitive parce qu'elle se fie plutôt à ce qui se passe à l'intérieur d'elle, à son ressenti, et elle observe. Regardez-la sur la carte comme elle observe. Elle est en train de juger progressivement les gens et les événements autour d'elle. Donc, elle fait preuve de réserve, elle fait preuve de discrétion, elle médite sur la situation et elle attend de voir ce qui va arriver. Encore une fois, comme tous les nombres, comme toutes les cartes, elle a ses mauvais jours. Et lorsqu'elle est dans un mauvais jour, cette papesse, ce 2, eh bien, elle va aller un peu plus loin que le secret. Elle va commencer à dissimuler. Elle peut être hypocrite. Elle cache des choses. Elle dissimule des choses. Elle le fait consciemment. Elle le fait sciemment. Donc, elle peut tendre vers l'hypocrisie à ce moment-là. Et trop d'introversion. Trop d'introversion dans le sens où à un certain moment, c'est quand on est dans les défauts du 2 de la papesse, on n'est plus capable de sortir du monde intérieur, on n'est plus capable d'aller vers l'autre, on est enfermé dans notre propre monde. Alors voilà pourquoi on peut dire que lorsqu'elle ne va pas bien, elle va dissimuler, elle va tomber dans son monde intérieur et être prisonnière, elle peut être hypocrite et donc elle doit faire attention à ses défauts, elle doit revenir vers les qualités du nombre. Le numéro 3, l'impératrice. Alors, le 3, l'impératrice, va nous parler de quelqu'un qui est intellectuel. Vous voyez le mot qui est écrit ici, c'est intelligence. Je veux l'expliquer parce que c'est pas parce que quelqu'un a du 3 dans sa date de naissance qu'il est nécessairement intelligent au sens moderne où on l'entend. Vous savez, lorsqu'on parle d'intelligence, on parle de QI, on parle de génie, on parle de gens qui sont capables de faire des calculs mathématiques incroyables. C'est pas parce qu'on a du 3 dans notre date de naissance qu'on est nécessairement un génie. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est quelqu'un qui est intellectuel. On est quelqu'un qui cherche à comprendre et à raisonner par le cerveau, par l'intellect, par la logique, par la rationalité, par la lecture, par l'écriture, par les manuels. Donc, il y a ce côté intellectuel. Et on lui associe souvent un côté charmant et élégant. Encore une fois, ici, j'apporte une dimension importante. Chris Hadar a tiré les définitions des 22 cartes et des 22 nombres de sa très, très grande connaissance de la culture du Moyen Âge, qui est une époque dans laquelle les symboles du tarot ont commencé à émerger. Et donc, dans cette culture du Moyen Âge, on parlait de charme de l'esprit et d'élégance de l'esprit. Et ce qu'on voulait dire par le charme et l'élégance de l'esprit, c'est qu'on parlait de quelqu'un qui avait beaucoup de vocabulaire, de quelqu'un qui avait beaucoup de culture, de quelqu'un qui était capable d'expliquer les choses parce qu'il avait lu, étudié et compris le phénomène. Et ça, on disait que c'était une élégance d'esprit, que c'était un charme d'esprit. Et donc, c'est ce qu'on veut dire par l'impératrice, c'est ce qu'on veut dire par le 3, l'intelligence, l'intellect, le charme et l'élégance de l'esprit. Alors, quand tout va bien, ben, elle est évidemment toujours en train d'essayer de comprendre, d'analyser, d'étudier.
Elle va chercher à enrichir sa culture, elle va chercher à utiliser son intellect, son intelligence. Mais si ça ne prend pas la bonne direction, quand elle est dans ses mauvais jours, eh bien, elle va devenir un peu condescendante. Elle va souffrir d'une forme de prétention. Vous savez, cette personne que vous croisez, qui est peut-être véritablement très intelligent, mais qui cherche un peu à écraser les autres et à montrer aux autres son intelligence, c'est un défaut du 3 duquel il doit se méfier, qu'il doit corriger, qu'il doit mettre de côté s'il veut bien vivre son nombre. Et on parle de coquetterie dans le sens, vous savez que le 3 peut commencer à exiger toutes sortes de clauses, toutes sortes de conditions, toutes sortes de détails, il peut devenir très, très, très pointilleux. Encore une fois, on est dans cette espèce de coquetterie de l'esprit dans l'impératrice. Comme tous les nombres, il y a des qualités et des défauts. Comme tous les nombres, notre travail à nous, quand on les a, les nombres, notre travail, c'est de s'éloigner des défauts et de cultiver nos qualités. Donc, il n'y a pas de fatalité dans la numérologie du tarot. C'est pas parce que vous avez du 1 que vous êtes nécessairement arriviste. C'est pas parce que vous avez du 2 que vous êtes obligatoirement hypocrite. Et c'est pas parce que vous avez du 3 que vous serez condescendant. C'est un danger, c'est un risque, c'est une possibilité. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous, on a une conscience et on peut se regarder dans le miroir, on peut se voir et on peut s'améliorer. Et le but de la numérologie, c'est toujours de s'améliorer, d'être conscient de nos défauts pour les mettre le plus loin possible et aller toujours, toujours vers les qualités. Alors, le prochain nombre, le 4, l'empereur. Alors, les gens qui ont du 4, les gens qui ont l'empereur dans leur date de naissance, ce sont des gens qui vont être tournés vers la matière. Et ici, faites attention, ce n'est pas un défaut. Là. Je veux pas dire, je parle pas de quelqu'un qui est matérialiste dans le sens qui n'aime que l'argent ou les biens matériels. Non, matière dans le sens nos 5 sens. Vous savez, on voit, on respire, on goûte, on entend, on touche. Ces 5 sens, ce sont des sens matériels. Ils nous ramènent à la matière, ils nous ramènent à l'univers concret. Et c'est ça le 4, c'est ça l'empereur, c'est d'avoir besoin de cette matière, d'avoir besoin de nourrir les 5 sens, ne pas être dans l'intellect, le virtuel comme l'était l'impératrice, mais dans le concret, dans le vrai, dans le réel, dans le pragmatique, dans ce qui peut se toucher. C'est ça le but du 4 et de l'empereur. Alors, on va lui dire qu'il fait preuve de volonté, qu'il est tenace, qu'il aime commander, il va vouloir construire, il va vouloir améliorer, il va vouloir bâtir, il va vouloir solidifier, il va toujours chercher au fond un peu à concrétiser et à bâtir quelque chose. Mais en même temps, vous avez des mots comme devoir et philosophie qui vous montrent qu'il peut y avoir dans le 4 cette volonté de bien construire, de bien bâtir, de bâtir quelque chose qui est sain, quelque chose qui est moral, quelque chose qui est presque un idéal. On retrouvera la suite dans le 5. Vous allez voir que quand le 5 va arriver, on va beaucoup aller dans cette idée. L'empereur va construire et le pape, le 5, va s'assurer que ça prend donc cette direction morale et éthique. Mais déjà dans le 4, il y a cette idée du devoir accompli, d'une philosophie du travail, de cette idée qu'un travail bien fait vaut la peine, que c'est quelque chose que l'on doit faire, un travail bien fait. Évidemment, s'il est dans son mauvais jour, il va devenir entêté parce que là, c'est trop. Il veut construire, mais il veut construire à tout prix. Et là, il s'entête, il devient buté. Il peut être vraiment, au Québec, on parle d'une tête de cochon. Alors, je présume que c'est peut-être pas la même expression partout, en Europe ou ailleurs dans le monde, mais en fait, cette idée d'être une tête de cochon au Québec, ça veut dire que quand on a une idée, on ne l'a pas ailleurs et on n'en changera pas. Et même quand on se bute contre un mur, ben, on continue et peu importe ce que les autres nous disent, on continue. C'est ça, avoir une tête de cochon. Donc, c'est le danger du 4 quand il tombe dans ses défauts. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. On travaille à s'éloigner de nos défauts. Donc, le côté intransigeant, la tyrannie, vouloir commander et vouloir que tout se passe à notre façon peut être un défaut du 4 dont il doit en quelque part s'éloigner le plus possible. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, le 5, le pape, va nous parler encore une fois du devoir et de la philosophie. Et il est la continuité de l'empereur. Il est la poursuite de l'empereur parce que je vous ai dit que le 4 bâtit quelque chose dans cette espèce de sens des responsabilités, de sens du devoir dans le sens des responsabilités.
et de construire quelque chose qui est dans la philosophie du travail, dans la philosophie d'être en maîtrise de son monde. Et le 5 vient vérifier pour savoir est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est idéal, est-ce que c'est écologique, par exemple. Donc, le 5, le pape se pose ce type de questions-là. Donc, là où l'empereur avait une forme de devoir, de responsabilité, de travail, le pape va avoir un devoir de s'assurer que tout a été respecté et fait dans les normes. Là où l'empereur avait cette philosophie du travail accompli, le pape va se tourner plutôt vers une philosophie vraiment de vie. Est-ce que tout ça est juste et bon? Voilà ce que le 5 demande, voilà ce que le pape demande. Est-ce que c'est juste et bon? Alors, c'est donc un nombre qui concerne la morale. C'est un nombre qui concerne un peu les idéaux philosophiques, les idéaux de la morale. Et donc, vous allez voir que les gens qui ont du 5 vont être des gens qui vont chercher à conseiller, vont être des gens qui vont vouloir avoir une forme de rigueur, une forme d'honnêteté, dire les vraies choses pour les vraies raisons. C'est important avec le pape que les choses se fassent de la bonne façon et pour les bonnes raisons. C'est important avec le pape de suivre sa morale, de suivre son code de valeurs. C'est important pour le 5. Mais évidemment, quand il est dans ses mauvais jours, comme tous les autres nombres, ça devient trop fort, ça devient un peu malsain tout ça. Alors, il devient intolérant. Il est étroit d'esprit, il ne voit que dans ses œillères, il ne voit que la voie qu'il juge bonne et il excommunie tous les gens qui sont en dehors de cette voie-là. Il devient au fond sévère et ça, le 5, le pape doit faire attention de ne pas tomber dans la sévérité, l'intolérance, l'étroitesse d'esprit, ou à tout le moins, lorsqu'il voit qu'il prend cette direction-là, il doit en sortir le plus vite possible. L'amoureux, le 6, les personnes qui ont du 6 dans la date de naissance vont avoir une forme de jeunesse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est une jeunesse d'esprit, c'est une jeunesse de cœur. Peu importe l'âge de la personne, c'est comme si elle avait l'air jeune, c'est comme si elle se comporte toujours avec cette vivacité et cette jeunesse. C'est quelqu'un qui sera toujours curieux. Encore une fois, justement, peu importe l'âge, la personne sera toujours curieuse. Elle va s'interroger, elle va questionner, elle va remettre en doute, elle va toujours vouloir comprendre, aller regarder les différents points de vue, discuter avec le plus de gens possible pour vraiment comprendre toutes les facettes. Très important. C'est un homme qui est très enthousiaste. C'est un homme qui est interrogatif, je vous le mentionnais. Il va poser beaucoup de questions et il va chercher à interviewer beaucoup de gens autour pour comprendre la vie. C'est quelqu'un qui va aimer la discussion. C'est quelqu'un qui va aimer parler. Quand il est dans ses mauvais jours, le 6 tombe dans le doute. À force de poser trop de questions, il finit par ne plus être certain de rien. Il finit par hésiter à propos de tout et finalement, il doute, il se remet en question. Et c'est pour ça aussi qu'il va manquer de confiance. Il va manquer de confiance et il y a 5 personnes qui lui ont donné 5 points de vue différents. Alors, est-ce que c'est vraiment lui qui a raison? Est-ce que c'est l'autre? Vous voyez, il y a cette espèce de manque de confiance qui peut s'installer quand on n'est pas dans la bonne direction. Et il peut même chercher à se justifier dans le sens où l'amoureux, c'est un nombre qui parle beaucoup. C'est un nombre qui parle beaucoup et qui va chercher à convaincre les autres dans une conversation. Et quelquefois, il va même chercher à se convaincre lui-même. Alors ça, il doit faire attention, il doit revenir vers l'enthousiasme, l'interrogation et la discussion sans tomber dans le doute, le manque de confiance et la justification. Le 7, le chariot. Le 7, le chariot dans une date de naissance nous amène toujours à cette volonté de maîtrise, d'indépendance et vers un être qui est très responsable. Donc, le 7 nous montre toujours quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui veut être en maîtrise de sa vie. Et à cause de ça, souvent, il est très responsable parce que s'il veut être en complète maîtrise de sa vie, s'il veut être autonome, s'il veut être indépendant, ça veut dire qu'il ne compte que sur lui. Alors, il y a cette forme d'auto-responsabilité dans le 7. Il va chercher à réussir par son propre mérite. Il veut que ce soit lui qui ait gagné ses galons. Il veut que ce soit lui qui ait gagné ses lauriers. Pas que ça lui arrive par la chance, pas que ça lui arrive par une faveur ou quoi que ce soit. Il veut vraiment l'avoir gagné de lui-même. Il aime progresser, il aime diriger, il aime
avancé. Alors, c'est quelqu'un qui va chercher à obtenir une forme de poste de pouvoir. Il va chercher à avoir du pouvoir sur lui, sur les gens autour, sur la société. Il va vouloir progresser toujours, toujours. Il y a une forme d'ambition et de progrès inlassable dans le 7. Alors, nécessairement, si on est dans cette forme de progrès inlassable, bien, dans les mauvais jours, on est dans la suractivité. Il y a tout simplement trop de travail. On ne pense plus qu'à progresser, qu'à la promotion, qu'à l'ambition. On tombe dans la suractivité. On peut presque aller vers l'épuisement là, à un certain moment. On verra que ça appartiendra aussi beaucoup aux 11, à la force, l'idée de l'épuisement. Mais dans le chariot, on a ça, cette idée de trop en faire. Et on devient inquiet, et on devient inquiet, et on se demande si on va réussir. Tout d'un coup, la solidité qui était dans le nombre s'effrite un peu, et on peut devenir despote. Parce que si on veut diriger, eh bien, si les gens n'écoutent pas, eh bien, on peut tout à coup invoquer toutes sortes de lois, toutes sortes de règlements, et on veut prendre le contrôle et on ne veut plus être remis en question. Il faut absolument que tout le monde nous écoute et fasse exactement ce qu'on dit. Donc, on tombe dans ce despotisme. Ça, c'est un danger du 7. Comme toujours, le nombre doit revenir à ses qualités. Le 8, la justice. Donc, lorsqu'il y a du 8, la justice dans une date de naissance, on va avoir quelqu'un qui va agir avec beaucoup la logique, une certaine froideur, une demande d'impartialité. Vous savez, le 8 va chercher à écouter tous les points de vue, un peu comme l'amoureux le faisait, mais le 6 de l'amoureux, il était très émotionnel. Donc, il écoutait les points de vue et il avait tendance à se laisser entraîner par le point de vue qui lui créait une émotion. Mais dans le 8, la personne va chercher à écouter tous les points de vue parce qu'elle veut être impartiale, parce qu'elle veut être neutre, parce qu'elle veut agir avec logique. C'est pour ça qu'on parle d'une forme de froideur. Elle ne veut pas être émue par un point de vue, elle ne veut pas être excitée par un point de vue, elle veut que le point de vue se tienne en lui-même, que ses arguments se tiennent. Alors, c'est ce côté-là où on peut parler de froid. Évidemment, ça risque de tomber du côté négatif à un certain moment si c'est poussé trop fort, mais il y a ce souci de l'impartialité qui est très important. Alors, quand tout se passe bien, il y a une grande logique, il y a un esprit de méthode, il y a une pondération, on a quelqu'un qui agit lentement mais sûrement et qui fait les bonnes choses au bon moment et qui est bien équilibré, qui a une certaine routine et que ses décisions sont logiques et un peu pragmatiques et presque mathématiques à un certain moment. Et c'est pour ça que lorsque ça devient négatif, peut-être que ça devient justement trop pragmatique, trop mathématique. Et là, vous voyez revenir l'idée de la froideur dont je parlais tout à l'heure, qui est un couteau à double tranchant. Donc, lorsque ça prend la mauvaise direction, la personne va tomber dans une forme de chaos, dans une forme de déséquilibre. Elle va manquer d'ordre, elle va chercher querelle. Elle n'est plus en train d'écouter tous les points de vue, elle est en train de se quereller avec tous les points de vue. Et elle qui était dans cette grande maîtrise, qui était dans cette grande logique, dans ce grand équilibre, eh bien, tout d'un coup, elle perd momentanément l'équilibre, elle tombe dans le chaos et elle va beaucoup, beaucoup chercher à remettre de l'ordre parce que c'est ça son état naturel. Son état naturel, c'est d'être dans l'ordre. Quand elle tombe dans le chaos, quand elle tombe dans le désordre, eh bien, elle va vouloir repositionner tout ça. Et c'est là où elle peut être querelleur, c'est là où elle peut être froide, c'est là où elle peut être tranchante. Donc, la personne doit apprendre, lorsqu'elle a du 8, à traverser des périodes de vie un peu plus chaotiques pour, oui, remettre de l'ordre, mais sans tomber dans la querelle, la froideur, le côté un peu trop tranchant qu'il peut y avoir dans ça. Le 9, l'ermite. Le 9 et l'ermite vont représenter quelqu'un qui aime la solitude, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui cherche le sens profond de la vie. Voilà un nombre aussi qui est attiré par la philosophie, par le sens de la vie. Il aime revisiter le passé pour mieux le comprendre. Pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Pourquoi est-ce que ceci ne m'est pas arrivé? Et il cherche à comprendre le sens de son existence et nécessairement, il cherche à comprendre le sens de l'existence au sens large. Donc, il aime la solitude, il aime la prudence, il va vouloir avoir du temps pour réfléchir, il va vouloir avoir du temps pour être avec lui-même, il va chercher toujours les sources vers la sagesse,
il va chercher à s'approcher tout au long de sa vie le plus possible d'une forme de sagesse et il va rester discret parce qu'il est quand même un peu plus silencieux. Il va chercher des traits de la papesse. Il y a ce côté plus introverti, plus silencieux, moins de socialisation. Donc, évidemment, c'est quelqu'un aussi qui est très discret. Lorsque tout ça va trop loin, il est plus seulement discret, il est timide, il est plus seulement discret, il n'ose plus socialiser avec les gens. Donc, c'est pour ça qu'on parle en négatif de timidité, de crainte et de repli sur soi. Il y a un danger, si ce nombre-là est poussé trop fort, de tomber dans une forme un peu presque asociale où est-ce qu'on se coupe du monde extérieur. Et ça, il faut faire attention de ne pas aller jusque-là. On peut être un philosophe, on peut aller dans une grotte et aller méditer si on veut, il n'y a aucun problème avec ça, mais il ne faut pas se couper du monde extérieur par timidité et par repli sur soi-même. Le 10, la roue de fortune. Donc, les gens qui ont du 10, la roue de fortune dans leur date de naissance, ce sont des gens qui vont toujours être en mouvement. Il y a ce besoin continuel de bouger, de s'amuser, d'avoir du plaisir, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la vie. Beaucoup de jovialité, beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme. Lorsque tout va bien, on est à l'aventure, on voit la vie comme une chasse au trésor et on part à l'aventure dans cette grande chasse au trésor qui est la vie. Et on va être opportuniste dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, on va la prendre. Dès qu'il y a une possibilité qui passe, on va essayer de la saisir, on va saisir la balle au bon, on va être très spontané avec le 10. Alors évidemment, si on part trop fort dans cette direction-là, ben, ça crée une forme d'insécurité, d'insouciance, de vie de bohème. Il y a ce côté où la personne peut-être va trop loin dans la fête, trop loin dans le mouvement perpétuel. Et il y a tellement d'opportunités, de spontanéité qu'en fait, on ne construit rien. On est toujours en train de faire quelque chose de nouveau sans avoir terminé ce qui avait débuté précédemment. Donc, quand on est rendu là, c'est qu'on est rendu dans le défaut du 10 et il faut revenir au point positif. Le 11, la force. Je vous mentionnais tout à l'heure que dans la force, dans son côté négatif, on verra potentiellement l'épuisement. Alors pourquoi? Parce que à la base, le 11 représente l'énergie. C'est un nombre et une carte qui est très, très, très énergique. C'est une dynamo. Alors imaginez l'électricité dans la maison. Vous savez, l'électricité, c'est fantastique, ça fait tout fonctionner dans la maison, mais s'il y a un survoltage, ça peut aussi tout faire brûler dans la maison, ça peut tout détruire la maison avec un survoltage et après, il n'y a plus d'électricité du tout. Et c'est ça le 11. Lorsqu'elle se vit bien, on est dans l'énergie, regardez les points positifs, la force de réalisation, la résolution, l'intrépidité, on réalise les choses, on manœuvre, on maîtrise, on dompte, on se réalise et on réalise toutes sortes de trucs dans notre vie. Mais par contre, si ça va trop fort, trop loin, il y a survoltage. Et là, vous allez avoir des colères, des irritations, de l'impatience. Mais sachez que si la colère, l'irritation et l'impatience durent trop longtemps, éventuellement, il y a tout simplement plus d'électricité, il y a tout simplement plus d'énergie. Et c'est là où le 11 peut même tomber dans une forme de burn-out, dans une forme d'épuisement complet. Donc, on doit évidemment faire très attention et rester dans la résolution, la réalisation, l'intrépidité, la confiance en soi, l'autonomie. Il y a des parallèles entre le chariot, le 7 et le 11 de la force. Ils sont tous les deux autonomes, ils aiment bien réaliser, ils aiment bien être en maîtrise de leur environnement. Ils doivent rester dans les limites saines de cette énergie-là. Le 12, le pendu. Donc, lorsqu'il y a du 12, lorsqu'il y a le pendu dans la date de naissance, vous allez avoir quelqu'un qui est très dévoué, quelqu'un qui est un humaniste, quelqu'un qui a tendance souvent à inclure les autres dans sa réflexion, pas seulement quelles sont les conséquences pour moi, mais quelles sont les conséquences pour le reste de la population. Donc, beaucoup de dévouement, beaucoup d'humanistes, capacité même à se sacrifier, à tout le moins à faire des compromis. Les gens qui ont du 12, ce sont des gens qui vont écouter l'autre et ils vont se dire, est-ce qu'il y a un compromis possible entre son point de vue et le mien? Est-ce que je peux mettre un peu d'eau dans mon vin et lui mettre un peu d'eau dans son vin et on va se rejoindre? C'est une grande, grande qualité du 12 d'être capable de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit en positif? Il est serviable,
le désintéressement dans le sens où il est serviable pour vrai. Il n'est pas en train de rendre un service dans l'espoir d'obtenir quelque chose plus tard. Il rend vraiment service parce qu'il a le goût de rendre service. Et il s'attache aussi. C'est quelqu'un qui va être plutôt fidèle. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à tenir sa promesse. Lorsqu'il dit qu'il sera là, il le sera. Donc, vous avez quelqu'un qui va chercher à s'attacher aux gens, peut-être même à s'attacher à un emploi, à une situation, à un groupe, à une religion. Il y a un sentiment d'appartenance et d'attachement dans le 12. Alors, si ça va trop loin, bien, le sentiment d'appartenance, il devient de l'esclavage. Le sentiment d'appartenance, c'est que là, je ne suis plus libre, je suis attaché, je suis prisonnier, je suis dans une forme d'esclavage, de restriction complète de mes libertés. Je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir. C'est pour ça qu'on parle aussi de fatalisme. Il y a ce côté, à un certain moment dans le 12, que si on va trop loin, on peut devenir une victime, on peut devenir la personne un peu de qui tout le monde abuse parce que tellement serviable, parce que tellement gentil, alors tout le monde en profite dans ça. L'utopie aussi, parce qu'il y a cette idée que je veux être désintéressé, je veux rendre service sans rien attendre en retour, mais c'est un peu utopique tout ça. C'est pas tout le monde dans la société qui pense comme ça, c'est même la minorité dans la société qui pense comme ça. Alors nécessairement, on peut tomber du côté de l'utopie et cette utopie, bien, elle arrive jamais parce que c'était trop exigé pour le reste de la population. Alors, on tombe dans une utopie et c'est là où on profite de nous et c'est là où on devient esclave et c'est là où on vit le fatalisme. Donc, le 12, c'est un nombre qui doit faire très, très, très attention pour toujours être dans la serviabilité, mais sans tomber dans l'esclavagisme. Ça, c'est extrêmement important pour réussir le 12. Le 13, l'arcane sans nom, quelquefois appelé la mort, mais vous savez, si vous regardez dans le bas de l'écran, il n'y a pas de nom dans le tarot de Marseille sur la carte numéro 13. Donc, quand on a du 13 dans la date de naissance, c'est bien, on est quelqu'un qui est dans une énergie radicale et définitive. Lorsque vient un changement dans la vie, lorsque vient une décision dans la vie, on peut y penser longtemps. Mais quand la décision est prise, il n'y a plus de retour en arrière. C'est voilà, c'est tranché, c'est terminé, on passe à autre chose. Et des fois, c'est même surprenant pour les gens autour, tellement il y a un côté définitif et radical. Je suis avec quelqu'un pendant 10 ans et ça fait quelques années que je pense partir et tout d'un coup, un matin, c'est terminé. Mais l'après-midi, c'est terminé. Là, je suis déménagé ailleurs, il n'y a plus rien. Donc, le 13, il est extrêmement radical, extrêmement définitif. Quand la décision est prise, c'est assez surprenant. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la capacité de décision, un esprit de décision irréversible. On ne reviendra pas en arrière avec ça. Un côté inflexible. Et en même temps, il y a une sensibilité. C'est le paradoxe du 13. La raison pour laquelle il a besoin d'une décision qui est irrévocable, c'est justement parce qu'il est sensible et il est prompt à la nostalgie. Alors, il pense longtemps et quand il a décidé, c'est qu'il sait que c'est terminé, qu'il n'a pas le choix et qu'il doit aller de l'avant parce que s'il revenait un seul pas en arrière, la sensibilité et la nostalgie le ramèneraient et il pourrait retomber même dans le 12 qui le précédait, c'est-à-dire dans le danger du 12 dont on a parlé d'être prisonnier autour. Donc, il y a ce côté irrévocable, irréversible à cause de cette grande sensibilité. Et c'est aussi à cause de cette grande sensibilité que la personne peut prendre du temps avant de décider et que quand elle a décidé, voilà, c'est terminé. Alors que les défauts, ben, je vous en ai parlé un peu. Mélancolie, tristesse et découragement. Les défauts du 13, c'est lorsqu'il sait qu'il doit décider, lorsqu'il sait qu'il doit transformer quelque chose, mais qu'au lieu de le faire, il hésite parce qu'il est nostalgique, parce qu'il reste un peu attaché au passé, il n'ose pas aller au bout de sa décision. Eh bien là, il devient nostalgique, il devient mélancolique, il devient triste, il devient découragé. Il doit revenir au point positif, c'est-à-dire la capacité de prendre une décision qui est irréversible. Le 14, la tempérance. Donc, lorsqu'il y a du 14, de la tempérance dans la date de naissance, on va voir quelqu'un qui va chercher à être dans l'accommodement, la communication, qui va aimer les loisirs aussi. Vous voyez, il y a un petit parallèle entre le 12 du pendu et le 14 de la tempérance dans le sens où ce sont deux nombres qui peuvent chercher à mettre de l'eau dans leur vin, toutefois pour des raisons différentes.
Le 12 met de l'eau dans son vin parce qu'il cherche à faire un compromis, parfois même une forme de sacrifice, pour une autre personne qui juge qu'il en vaut tellement la peine qu'il veut ce compromis. Le 14 va chercher le même type de compromis, le même type de processus de parlementation, d'accommodement et de mettre de l'eau dans son vin comme sur la carte, mais plutôt parce qu'il veut la paix, parce qu'il veut la bonne entente. Pas nécessairement parce qu'il croit que c'est une cause, une personne extraordinaire et je dois me sacrifier pour cette cause ou cette personne. Non, c'est plutôt, moi j'aimerais ça que ça soit tranquille. J'aimerais ça que ça soit plaisant. J'aimerais ça que ça soit pacifique. J'aimerais ça que ça soit agréable, qu'on soit dans les loisirs, qu'on soit dans la légèreté. Et pour obtenir cette légèreté, ben, je suis prêt à accommoder. Je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin. Donc, les deux nombres peuvent faire le même geste, mais vous voyez, pas pour les mêmes raisons. Donc, le goût des loisirs, la communication avec l'autre, le goût de l'amusement, le côté souple, le côté conciliant. Lorsqu'il va dans le côté négatif, vous voyez apparaître la négligence et l'influence. C'est parce que là, il veut la paix, mais vraiment à tout prix. Il veut tellement que ça soit agréable qu'il devient influencé par tout le monde. Tout le monde prend des décisions à sa place. Il est négligent, il ne vérifie plus rien. Tout le monde fait les choses à sa place et tout le monde décide pour lui. Et le 14 devient un peu comme un bouchon qui est sur l'océan. Vous savez, le bouchon, il flotte sur l'océan. Alors, ce n'est pas lui qui est en mouvement, c'est l'océan qui le bouge. Lorsqu'il y a une vague, le bouchon monte. Lorsqu'il y a le creux de vague, le bouchon descend. Il ne décide rien, c'est toujours la vague qui décide pour lui. Ça, c'est le danger du 14 lorsqu'il devient trop conciliant, trop souple et qu'il cherche trop à accommoder. C'est qu'à un certain moment, tout le monde en profite, tout le monde l'influence, tout le monde le contrôle. Et lui, ben, il ne décide plus de rien. Et il y a ce côté agité, mais ici, comprenez bien, c'est l'agitation du bouchon. C'est qu'il ne sait jamais où il s'en va. Si jamais il rencontre quelqu'un qui dit gauche, il s'en va à gauche. Et après, s'il rencontre quelqu'un qui dit droite, il s'en va à droite. Alors, il y a cette espèce d'agitation, de mouvement perpétuel sans aucun contrôle. Et là, il faut revenir à l'amusement, la souplesse et la conciliation, mais pas dans l'excès, pas dans l'excès qui pourrait amener cette problématique. Le 15, le diable. Donc, lorsqu'on a le 15, le diable dans la date de naissance, on va avoir un côté très intense, très passionné, très instinctif. Le 15, c'est un nombre qui ressent les choses dans les tripes. Et quand il voit quelqu'un, quelque chose, et qu'il veut cette chose-là et qu'il désire cette personne-là, il va devenir très intense et il va vouloir captiver la personne, il va vouloir séduire la personne, il va vouloir presque hypnotiser la personne, il va vouloir le cours, l'objet, le livre, le tarot, peu importe, le 15 désir, et il va remuer ciel et terre pour obtenir ce qu'il désire. Donc, vous voyez l'intensité, voyez la passion. Je suis passionné de tarot, donc je veux un tarot. J'ai de la passion, du plaisir avec mes amis. Je veux encore plus d'amis, encore plus de sorties, encore plus de passion. Le côté aussi un peu instinctif, c'est-à-dire que je ne suis pas trop en réflexion. Je me fie uniquement à mes émotions, à mon impulsion et je fais preuve d'ardeur et je fais preuve de capacité à captiver et à séduire les gens autour de moi. Et en même temps aussi, il y a un côté sensuel, c'est-à-dire que il peut y avoir une certaine ressemblance entre le 15 et le 4 de l'empereur, ce côté d'être tourné vers les 5 sens. L'empereur avait besoin d'être dans les 5 sens pour pouvoir sentir qu'il était sur du concret et du pragmatique. Le 15 a besoin d'être dans les 5 sens parce qu'il est quelqu'un de sensuel. Il aime entendre une belle musique, voir une belle photographie, sentir un beau parfum, goûter une nourriture extraordinaire, toucher quelque chose qui est agréable. Donc, vous voyez, il est dans le côté sensuel des 5 sens. Donc, évidemment, c'est un homme qui est très énergique, très passionné et qui veut captiver. S'il va trop loin, qu'il tombe dans le négatif, c'est que là, imaginez l'enfant. Il veut sa sucette et quelqu'un lui a retiré. Et cet enfant, il hurle et il renverse ses jouets et il renverse son landau et il est devenu agressif, il est devenu violent et il hurle, et il y a des pleurs, mais il y a une crise et il est rouge, rouge, rouge. Mon Dieu, on se demande s'il va arriver à respirer.
Ben, c'est ça le 15. Le 15, quand il tombe dans ses défauts, violence, égoïsme, surexcitation. Le problème, c'est que pour un petit bébé, on comprend. Disons qu'on est plus compréhensif. Mais si la personne a 30 ans et qu'elle agit encore comme un bébé qui hurle quand on lui enlève sa sucette et qui agit encore comme le bébé qui renverse le landau et qui lance ses jouets, ça peut être problématique. Donc, le 15, comme tous les nombres, s'il va trop loin, il doit travailler vite, vite, vite à revenir du côté positif, surtout que dans le 15, à cause de l'intensité du nombre, ça peut devenir enragé, ce côté négatif. Le 16, un autre nombre très, très, très énergique. Donc, lui aussi, c'est certain qu'il va falloir faire attention quand on tombe du côté négatif, il faudra revenir rapidement vers le positif. Donc, lorsqu'il y a du 16, la maison Dieu, lorsqu'il y a du 16, la maison Dieu dans la date de naissance, il y a une forme de fierté. On veut accomplir quelque chose de grand. On veut être fier de soi. On veut être fier des gens qu'on aime. On veut sentir qu'on relève des défis. On veut sentir qu'on est capable des fois de se donner un ultimatum et d'atteindre cet ultimatum. C'est pour ça qu'on parle d'amour propre. C'est pour ça qu'on parle de défi. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai une existence terrestre, je dois la réussir, je dois aller au bout de moi-même, je dois faire quelque chose de grand, je dois faire quelque chose de grandiose. Et vous retrouvez le côté orgueil dans le positif. Peut-être ça peut surprendre. Pourquoi orgueil dans le positif? Dans le sens que l'orgueil, lorsqu'il est bien manié, bien placé, c'est l'orgueil qui fait qu'on relève un défi. C'est l'orgueil qui fait qu'on se surpasse. C'est l'orgueil qui fait qu'on se dépense. C'est l'orgueil qui fait que l'on n'accepte pas la situation actuelle et qu'on croit qu'on peut avoir mieux. Et c'est dans ce sens-là où le 16, par la fierté, par l'amour-propre, par la volonté du défi, va avoir cette espèce d'orgueil de se dire, je peux faire mieux, je peux m'améliorer, je peux aller plus loin. Alors, il y a un côté audacieux, il y a la présomption, il y a cette idée qu'il est capable et qu'il croit. Et parce qu'il a cette présomption, il essaie, il fonce et souvent il réussit. Le 16, c'est un homme qui réussit, qui arrive quelquefois à avoir des coups de théâtre dans sa vie. Personne ne croyait qu'il pourrait réussir. Et voilà, il a réussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ambition, beaucoup de fierté, de volonté de réussir. Et lorsque ça se passe bien, la personne, elle est mue par ça. Mais évidemment, si ça se passe mal, si ça devient trop fort, mais on devient mégalomane, on devient imprudent, on agit par coup de tête, on entame des défis qui sont impossibles à réaliser et tout s'écroule et ça explose, cette histoire. Alors, le 16 doit être prudent. Il doit développer l'orgueil, l'audace, l'amour-propre, la fierté, le sentiment du défi pour pouvoir toujours aller plus haut, plus loin, réussir quelque chose d'extraordinaire, mais il doit quand même ne pas devenir mégalomane, ne pas devenir imprudent, ne pas voir plus grand que ce qu'il est capable de réussir, parce qu'à ce moment-là, la chute devient violente. Donc, très, très, très fragile, la mince ligne entre la fierté et l'audace versus l'imprudence et le coup de tête. C'est ça que les gens qui ont du 16 doivent apprendre à manier. Le 17, l'étoile. Donc, lorsqu'on a l'étoile, lorsqu'on a le 17 dans notre date de naissance, il y a un côté très idéaliste, très amical, très sensible, presque fleur bleue à un certain moment. C'est-à-dire que c'est un nombre qui va faire preuve de douceur, c'est un nombre qui va faire preuve d'idéalisme, c'est un nombre qui va être optimiste, c'est un nombre qui a tendance à voir le bon côté des gens, le bon côté d'une situation. C'est un nombre qui a tendance à voir le verre à moitié plein. C'est un nombre qui a tendance à croire qu'avec le temps, avec le futur, les espoirs vont se réaliser, les rêves vont se réaliser, qu'on a semé une graine et qu'un jour, l'arbre sera florissant, qu'il aura des fruits. Alors, vous voyez, il y a ce côté très, très artiste, très amical, veut toujours aider les gens autour et croire que l'avenir sera toujours, toujours meilleur. Et la problématique, au fond, du 17, quand il tombe dans les mauvais jours, dans les défauts, c'est que tout ça est poussé trop loin et que la personne devient naïf, que la personne tombe dans la rêverie. Vous savez, il y a une différence entre planter une graine, l'arroser, mettre de l'engrais, s'en occuper et être optimiste sur le résultat
versus ne rien planter du tout, juste rester à rêver et se dire, ah, je sais qu'il y a un arbre, une plante, une fleur qui va m'être livrée comme ça sur un plateau d'argent et que j'aurai rien à faire. C'est ça la problématique du 17. C'est la mince ligne entre un optimisme actif et un optimisme complètement passif qui tient plus de la naïveté et de la rêverie que du réel. Et la désorientation, parce qu'il y a ce côté quand même dans le 17 d'une forme de lenteur. Vous savez, on est sensible, on est amical, on ne veut pas trop de stress, on ne veut pas trop de pression. On croit que le futur va nous apporter de bonnes réponses, de bonnes choses. Mais si on va trop loin dans cette direction-là, c'est qu'en quelque part, on ne sait plus trop qu'est-ce que le futur va nous apporter. Et on n'est plus en train de préparer le futur, on n'est plus en train de planter les graines. Alors, il y a cette espèce de rêverie, de désorientation. On est en train de flotter sur un bateau, mais on ne sait pas où le courant va nous amener. Et là, il faut sortir. Il faut sortir de la rêverie. Il faut sortir de la désorientation. Il faut sortir de la naïveté pour revenir à la douceur, pour revenir à l'idéalisme et à l'optimisme. Et comme je disais tout à l'heure, un optimisme et un idéalisme qui est quand même pragmatique, c'est-à-dire qui est actif, qui fait quelque chose. Le 18, la Lune. Donc, lorsqu'on a le 18 ou la Lune dans une date de naissance, il va y avoir un côté très familial. Même lorsque la personne n'est pas nécessairement en contact avec sa famille, elle a tendance à en recréer une autre avec ses amis, avec son partenaire amoureux, avec ses propres enfants parfois, ou ses collègues même de travail. Il y a ce besoin de la famille, il y a ce besoin du clan, il y a ce besoin du cocon dans le 18. Un côté aussi un peu plus traditionnel, le passé, les souvenirs, les racines familiales, tout ça, c'est quelque chose qui intéresse. Le monde intérieur nous intéresse, l'imaginaire nous intéresse, les images qui nous habitent. Alors peut-être qu'il y a un côté un peu créatif, imaginatif dans le 18. On va beaucoup aussi aller vers les souvenirs, vouloir se souvenir de ce qui s'est passé, plonger dans le monde intérieur, c'est très, très important. Créer quelque chose avec ça. Un besoin aussi d'être dans le foyer, d'être dans la routine, d'être dans les habitudes, d'être dans le cocon dont je parlais tout à l'heure. Donc, un côté de l'importance des habitudes et de la routine dans le 18. Le danger dans le 18, un peu comme dans le 9, est en partie que si on pousse l'introversion trop loin, on peut rester pris dans le monde intérieur. Vous avez remarqué, j'ai parlé de ça un peu pour la papesse, le 2, j'ai parlé de ça aussi pour l'ermite, le 9, et là, on en reparle encore dans le 18. Tous les nombres qui ont tendance à aller vers le monde intérieur. Le danger, c'est d'y aller trop fort, trop longtemps, ou carrément d'y rester pris, de devenir prisonnier. Alors, en quelque part, on peut, dans le 18, fuir la réalité, n'être que dans l'imaginaire, n'être que dans les souvenirs, n'être que dans le monde intérieur et ne plus vivre du tout dans la réalité. Fuite de la réalité, c'est un danger pour le 18. L'imagination qui est trop forte et trop accaparante. La conscience trouble, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu en train de recenser des souvenirs, des problématiques, des sentiments, des émotions. On est trop dans le monde intérieur et le monde intérieur nous bouleverse. Même la peur, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on pousse ce principe tellement loin qu'on est toujours dans le monde intérieur, on est toujours dans l'imaginaire et l'imaginaire nous nuit. Donc, on imagine des problèmes, on imagine des dangers. On devient un peu comme un hypochondriaque. Vous savez, l'hypochondriaque, il n'est pas vraiment malade, mais il a peur de l'être ou il a le sentiment de l'être et à cause de ça, son corps développe la maladie. Alors, on a un peu ça, c'est que mon imaginaire, si je me mets à imaginer plein de choses troubles, ben, éventuellement, ce trouble-là va se concrétiser dans ma réalité. Alors, quand on est dans le 18, il faut aller vers la création, l'imaginaire, les habitudes, la famille, tout ce qui nous sécurise, tout ce qui nous rend confortable. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin, de rester dans le côté positif de tout ça. Le 19, le soleil. Donc, lorsqu'on a du 19, lorsqu'on a du soleil dans notre date de naissance, on est quelqu'un qui est très émotif. On est quelqu'un qui va chercher la paix, l'harmonie, la bonne entente, quelqu'un qui a beaucoup de générosité, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, quelqu'un qui a beaucoup aussi de franchise. Donc, les émotions sont très importantes, les sentiments sont très importants. Donner des cadeaux, aimer les gens, les cajoler, mais en même temps être vrai, être franc, avoir le cœur sur la main,
être ouvert, être transparent face aux autres, chercher cette paix, cette harmonisation. Beaucoup aussi un côté expressif, exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, très, très important pour le 19. Lorsque ça devient trop fort, il y a une forme d'hyper-émotivité. Il y a trop d'émotions, il y a trop de sentiments. Il y a des larmes, il y a de la tristesse, il y a des bouleversements. Les émotions, elles sont tout simplement trop fortes, trop présentes et trop exprimées. Et il y a un côté impressionnable et un peu susceptible. Susceptible, écoutez, vous êtes dans une situation où est-ce que vous voulez la paix, vous voulez l'harmonie. Et vous êtes généreux avec les gens et vous cherchez un peu à aimer tout le monde. Et là, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas. Peut-être qu'il y a d'autres nombres, que si quelqu'un ne l'aime pas, c'est pas grave, mais pour le 19, c'est catastrophique. On veut que les gens nous aiment. Alors, c'est ça le côté susceptible. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait cette critique? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ce commentaire? Le 19 doit faire attention de ne pas chercher à ce que tout le monde l'aime. C'est impossible. Personne ne nous aime toujours. C'est-à-dire que personne a tout le monde qui l'aime, qui l'apprécie. Et le côté impressionnable, c'est à cause de cette grande attirance vers les émotions, les sentiments, le cœur, l'expressivité. Alors, à un certain moment, c'est que c'est beaucoup quelque chose qui est en fonction avec le système émotif et très peu avec le système cérébral. Alors, il y a un côté dans le soleil, dans le 19, où on peut être impressionné par les gens autour et peut-être même se faire mentir et se faire avoir. Parce que quelqu'un nous fait briller de l'or et là, voilà, on investit toute notre fortune, on a trouvé de l'or et on se rend compte que l'autre est un escroc et que c'était pas vraiment de l'or. Mais on n'a pas réfléchi au moment de prendre la décision. On s'est fié que à nos émotions et que à l'or qui brillait devant nous. C'est dans ce sens-là où il y a un côté impressionnable que le 19 doit faire attention. Il doit être dans la franchise, dans le sentiment, dans les émotions, dans l'expression de lui-même, mais il ne doit pas tomber dans le côté impressionnable où est-ce que de lui montrer de l'or et voilà, il ne réfléchit plus du tout. C'est son danger. Le 20, le jugement. Donc, lorsqu'on a du 20 dans la date de naissance, on va chercher beaucoup le public, les relations sociales. On va aimer la foule. On va être très spontané. Il y a même, on parle souvent d'un esprit spirituel dans le jugement. On a souvent les bons mots. On a souvent la capacité à établir très rapidement un contact avec une autre personne, à établir très rapidement un côté relationnel. Et ça, c'est vraiment une grande qualité du vin, cette capacité presque d'entrer avec des inconnus et de les mettre à l'aise très rapidement et de s'intéresser à eux. Donc, le social, la foule, le public, peut-être même avec le vin, cette envie de vouloir parler devant la foule, de vouloir parler devant le public, de montrer quelque chose. On invente quelque chose et on montre notre invention, notre création. Il y a vraiment cette attirance du vin pour le côté public. Il y a un côté très spontané. Il n'est pas dans la lenteur, il n'est pas dans l'obstruction, il est vraiment comme voilà, il parle, il dit quelque chose, il ne réfléchit pas nécessairement très longuement, il a cette envie de partager avec les autres. Et il est souvent inspiré. Ça peut être un inventeur, ça peut être un poète, ça peut être quelqu'un qui parle facilement à la foule, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir un discours qui est préécrit devant lui parce que voilà, il est inspiré, il est spontané. Donc, lorsque ça devient trop fort, lorsque ça prend une connotation négative, il va y avoir nécessairement le côté exalté, le manque de pondération. Voilà, j'ai beaucoup parlé de spontanéité, d'esprit spirituel, d'un côté inspiré, mais évidemment, si c'est trop fort, bien là, on est dans cette absence de pondération, on parle trop vite, on fait une gaffe, on se met les pieds dans les plats, comme on dit, on devient peut-être surexcité aussi. Les gens nous regardent pour dire, mais c'est trop intense. J'ai l'impression d'être face à un illuminé. Hein? Le vin, il a trouvé la vérité, il la communique à tout le monde, cette vérité. Et peut-être il y a des gens qui font, oh, c'est genre, OK, c'est ta vérité, mais insiste pas trop non plus. Je suis pas encore prêt ou moi, je crois pas nécessairement ça. Vous voyez, le vin, son danger, c'est justement de recevoir presque de façon divine une inspiration. Et comme pour lui, il est inspiré et qu'il est spontané et qu'il aime le public, ben, il en parle à tout le monde et il communique ça à tout le monde. Et c'est là où est-ce qu'il tombe
du côté de l'illuminisme, de l'exaltation, du manque de pondération. Il fait les choses trop vite, trop rapidement. Et finalement, au lieu de réussir à construire quelque chose, il le dissipe. Donc, toujours, lorsqu'on a du vent, on doit revenir, oui, dans le côté spontané, dans l'esprit spirituel, dans le fait d'être inspiré et d'inspirer d'autres personnes, mais on doit le faire quand même avec certaines limites, avec une capacité à contrôler les choses. Le 21, le monde. Donc, lorsqu'on a le 21, le monde dans sa date de naissance, on nous parle ici d'une qualité de féminité. Encore une fois, vous vous souvenez, je vous ai dit, Graysonar a été chercher les définitions dans cette culture, dans cette époque du Moyen Âge qui a vu naître les symboles du tarot. Et quelquefois, il faut rephraser ou il faut comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Au Moyen Âge, l'idée de la féminité était associée à la perfection. On avait souvent cette vision que lorsque quelqu'un ou quelque chose naît et qu'elle est dans sa forme brute, elle était entre guillemets masculine. Et que lorsque la personne ou l'objet, la chose se raffinait au fil du temps pour atteindre un état de perfection, eh bien, on disait qu'elle était devenue dans une force féminine. Alors, on n'est pas ici en train de parler d'homme versus une femme. C'est pas cette idée des sexes. C'est vraiment plutôt cette idée que chaque être humain, chaque objet, chaque chose dans la nature a à la fois une énergie masculine, l'énergie brute, et une énergie féminine qui est cet appel vers le perfectionnement, le raffinement et le fait d'atteindre une forme de subtilité et de précision. Et chaque objet, chaque être humain, chaque chose dans la nature vise le fait de partir du masculin vers le féminin. Et c'est ça le 21. Le 21, c'est ça, c'est cette idée, l'idée de la féminité, c'est que c'est un nombre qui nous montre quelqu'un qui est toujours en route vers le plus subtil, toujours en route vers le plus possible du raffinement, de la précision, de vouloir atteindre un état d'achèvement qui est important. C'est pour ça aussi que vous voyez qu'il va chercher une forme de perfection et aussi les honneurs. Donc, le 21, il va aimer recevoir un prix, il va aimer recevoir une confirmation, il va aimer recevoir un honneur parce qu'il est dans cette recherche de la perfection, il est dans cette recherche du raffinement, il est dans cette recherche de la précision et recevoir les honneurs, ça lui confirme qu'il a réussi, au moins dans une certaine facette de sa vie. Donc, le 21, il va chercher ce type d'honneur. Il va y avoir beaucoup de délicatesse, beaucoup de savoir-vivre. Il va chercher à agir avec soin, avec finesse, avec précision. Alors, quand ça devient problématique, il y a trois mots dans la diapo qui vont chercher trois facettes au fond du côté problématique. Le premier, c'est la mondanité. C'est que là, je vous ai parlé de savoir-vivre. Je vous ai parlé de délicatesse. Je vous ai parlé de bonne manière. Je vous ai parlé de chercher des honneurs et des prix. Mais qu'est-ce qui arrive si on fait tout ça pour les mauvaises raisons? Bien, on tombe dans la mondanité. C'est-à-dire que là, on est dans cette espèce de regard sur les gens plus petits que nous, et nous, on est dans le grand monde, et nous, on a atteint les hautes sphères, et partout autour de nous, il y a cette médiocrité. Donc, vous voyez, je suis en train de jouer le rôle du très mauvais 21, du très négatif 21. Il n'est plus vraiment dans le perfectionnement et des honneurs ou dans le savoir-vivre. Il est devenu imbu de lui-même. Il est devenu certain d'être au-dessus de tous les gens autour de lui. Et ça, c'est un danger que le 21 il doit faire attention à ce danger, dans le sens où il est à la recherche de la perfection, mais à un certain moment, il peut confondre perfection avec supériorité. Et c'est ça qu'il doit faire attention. Le côté obstacle insurmontable, c'est que si je suis à la recherche de la perfection, c'est un couteau à double tranchant. Imaginez que je travaille sur un manuscrit, manuscrit de mon prochain livre, et je suis à la recherche de la perfection. Vraiment, est-ce que je suis vraiment à la recherche de la perfection? Parce qu'il faut faire attention, il n'y a jamais un manuscrit qui est parfait. Si je suis à la recherche de la perfection dans un sens constructif et sain, je suis à la recherche de la possibilité que mon manuscrit soit le plus parfait possible au moment où je le présente à l'éditeur. Mais si je suis dans une recherche de perfection presque castrant,
bien, en quelque part, je ne remets jamais le manuscrit à mon éditeur parce qu'il n'est jamais assez parfait et finalement, je passe toute ma vie et le manuscrit n'est jamais publié. Je meurs et le manuscrit reste dans un tiroir chez moi et personne d'autre ne l'a vu parce que j'ai cherché toute ma vie à avoir la vraie perfection et cette vraie perfection-là n'existe tout simplement pas. C'est ça la différence entre obstacle insurmontable et perfectionnement. Perfectionnement, c'est vouloir que le manuscrit soit le plus beau possible. Obstacle insurmontable, c'est il manque encore une virgule et parce qu'il manque encore cette virgule, je vais tout simplement ne jamais montrer le manuscrit. Oui, c'est ça l'obstacle insurmontable. C'est un grain de sable qui est grossi comme s'il était une montagne. Et ça, le 21 doit se méfier de ne pas aller vers ça. La distraction, ben, c'est en fonction, vous savez, des honneurs et cette espèce de goût du luxe, d'avoir une forme de perfection. C'est que si le 21 se met à regarder que les titres, que les honneurs, que les approbations, que les applaudissements, eh bien, il est distrait par ça et il n'est plus vraiment dans la recherche du raffinement. Il n'est plus vraiment dans cette volonté d'atteindre un haut sommet ou un accomplissement. Il est distrait par les honneurs, il est distrait par la mondanité qu'il y a autour de lui, il est distrait par les automobiles et encore une fois, les choses qui brillent. Et c'est là où il peut y avoir une problématique. Donc, le 21 doit faire attention. Il doit toujours revenir à la délicatesse, le savoir-vivre, la recherche de la perfection, la recherche des honneurs, mais sans tomber dans la mondanité et les distractions de la mondanité et sans grossir des grains de sable et en faire des montagnes qui deviennent des obstacles insurmontables. Le dernier nombre, la dernière carte, le fou, le folle, le mat. Alors, des fois, ça change un peu. Sur le tarot que vous voyez là, c'est le tarot retrouvé. C'est le tarot que j'ai travaillé avec Geneviève Chabot à restaurer pour ramener un des plus anciens tarots, le ramener à la vie. Alors ici, il est écrit dans le vieux français, dans l'ancien français. À cette époque, on disait un folle F-O-L, une folle F-O-L-L-E. Donc, fou n'existait pas. Alors là, ici, on a le folle qui est écrit au masculin. Et il n'y a pas de nombre parce que dans le tarot, c'est très important. Allez écouter ma conférence sur YouTube sur le voyage de l'âme. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de nombre. C'est parce que le fou, il peut être à la fois 0, 22 et il peut être aussi entre chacune des cartes. Donc ici, je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais en numérologie, toutefois, là, il faut le ramener à un nombre et le nombre, donc, c'est 22 parce que 0, dans une date de naissance, il n'y a pas ça. Vous ne serez jamais né le 0 du mois et vous ne serez jamais né le 0 mois ou l'année 0. En tous les cas, si oui, vous êtes vraiment vieux. Alors, c'est pour ça qu'en numérologie, on doit absolument utiliser le 22 pour le fou. Donc, lorsqu'il y a du 22 dans la date de naissance, il va y avoir toujours un côté extravagant, un côté inconnu, marginal, hors norme, quelque chose qui surprend, qui est pas comme tout le monde. Hein. C'est vraiment ce côté de la marginalité dans le 22, de l'originalité dans le 22, de côté très hors norme, de quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, avec un caractère qu'on ne voit pas souvent. Et d'ailleurs, il va chercher à porter son fardeau seul. Il ne veut pas faire partie de la foule le 22. Il n'a pas envie de se mêler à la foule le 22. Il a l'impression de suivre sa propre voie. Et tant pis pour les gens, et tant pis pour les autres qui ne sont pas d'accord avec lui, parce que lui suit sa voie, tout simplement. Alors, il y a un côté individualiste dans le bon sens du terme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on connaît des épisodes sur la Terre assez horribles, vous savez, les guerres et compagnie, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que très souvent, les gens, ils sont un peu comme des moutons. Hein, les gens, ils suivent la foule. Et si tout le monde dit, ah ben c'est OK, on prend cette direction-là, ben les gens, ils vont aller dans cette direction-là. Ils ne vont pas remettre en question. Ils ne vont pas vraiment réfléchir et prendre leur propre voie. Ils vont plutôt avoir tendance à s'allier à la loi du plus grand nombre. Et on sait que ça fait des choses assez horrifiantes dans l'histoire de l'humanité, se plier à la loi du plus grand nombre. Ben, le 22, il ne fait pas ça. Le 22, il est individualiste. Le 22, il suit son impulsion. Le 22, il suit sa propre route, son propre chemin. Il porte son fardeau seul et il est considéré comme marginal. Il est considéré comme hors norme. Il est considéré comme extravagant. Il est considéré comme différent. Et c'est correct parce que c'est sa voix et il l'assume bien. Il va souvent y avoir un attrait pour la spiritualité, l'occultisme, les choses étranges dans le 22, les choses qui ne s'expliquent pas facilement dans le 22. Et lui, il va vers ça. Il aime ça. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il tombe dans ses défauts? Eh bien, à un certain moment, on a tous besoin des autres. Personne ne peut
être complètement libre, complètement séparé de la foule et du social. Et lorsque le 22 va trop loin dans ça, il devient fragile. Il devient sans aucun support et il devient dépressif, déprimé, mal dans sa peau, bouleversé, ne sachant pas trop quand s'en sortir, comment s'en sortir, avec quoi s'en sortir. Et là, il erre. Il erre, il végète, il ne sait plus trop où il s'en va. Alors, il devient apathique. Il ne veut pas rejoindre la foule, mais il est plus capable de suivre sa route seul. Alors, il est dans cette apathie, il est dans cette dépression, il est dans cette fragilité, il est dans cette errance. Alors voilà, lorsque le 22 atteint le côté déprimé, le côté apathique, le côté fragile, il doit revenir vers ce qui le définit, vers sa différence, vers son côté hors norme, vers son individualisme, son impulsion, parce qu'il doit retrouver pourquoi il suit sa route seule. Quelles sont ses motivations de suivre sa route seule? Quand il va retrouver ses motivations, ses raisons, eh bien, il va pouvoir recommencer à porter son fardeau. Il va pouvoir recommencer à suivre sa route. Mais là, il est un peu perdu. Il est sans route. Et c'est ça qui le nuit beaucoup, beaucoup. Il retrouve sa route, même différente, mais il retrouve sa route et les choses vont se repositionner. Alors voilà cette vidéo qui vous présente les 22 nombres en numérologie, les 22 cartes, donc de la numérologie du tarot, avec les mots-clés de Chris Hadar que vous retrouvez dans son livre, avec aussi évidemment les mots-clés que vous retrouverez dans mes formations à moi, mais je vous dirige très, très précisément vers le livre de Chris Hadar si vous voulez commencer par aller chercher beaucoup d'informations. Et là, vous avez, avec cette vidéo, tout ce qu'il vous faut pour aller visionner ou revisionner ma vidéo sur l'initiation à la numérologie, où est-ce que je vous explique ce que veut dire le jour, ce que veut dire le mois, ce que veut dire l'année. Et vous allez pouvoir, en combinant les deux vidéos, bien, vous allez pouvoir interpréter votre propre date de naissance. Alors, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous passez une belle journée, j'espère que vous êtes en forme et je vous retrouve dans les prochaines semaines avec de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Merci d'être inscrit, merci d'aimer les vidéos, merci de commenter les vidéos. Je suis très, très, très content de voir votre enthousiasme depuis autant d'années. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, inquiétez-vous pas, je vais continuer d'ajouter des vidéos au fil du temps. Au revoir tout le monde. Bonne journée.